Alors, chers collègues, chers étudiants, chers amis, je suis absolument ravie de lancer aujourd'hui la saison d'automne 2017 du cycle annuel de conférences sur la recherche en droit. Alors, comme vous le savez, l'objectif de ces conférences est celui de favoriser la recherche, favoriser la réflexion en droit, en invitant des illustres conférenciers qui viennent nous présenter leurs idées, leurs projets de recherche en cours ou en chantier, des projets qui les animent et qui apportent une contribution pertinente au débat sur les questions normatives de notre temps. Alors, notre mantra ici au Bureau de la recherche, vous le savez, c'est celui de favoriser la réflexion, la recherche et l'action collaborative avec les milieux en mettant ensemble et en dialogue différents types de savoirs et d'expertise. Et donc, je suis vraiment enchantée que vous soyez venus accueillir avec moi Maître Louis Letellier de Saint-Just, qui le fait l'honneur d'ouvrir notre cycle avec une conférence dont le titre est « Santé publique et réduction des méfaits, épisode d'un otage des politiques ». Alors, Maître Letellier de Saint-Just est un invité spécial à plusieurs égards, pas seulement parce qu'il donne le coup d'envoi de ce forum de conférence, mais aussi parce qu'il est un diplômé de la section de droit civil. Alors, je pense que vous avez obtenu votre diplôme en 1983, si ma mémoire est bonne. Alors, merci de continuer de contribuer au développement de la connaissance et du savoir ici dans votre alma mater. Un invité spécial aussi parce qu'il exerce le droit de la santé de manière exclusive depuis plus de 3 décennies. Et donc, un vrai spécialiste, si vous voulez, qui aborde cette question tellement essentielle sous l'angle aujourd'hui des droits de la personne. Un angle très puissant, mais aussi souvent ambivalent. Et c'est ça qui montre Maître Saint-Just, je pense, cette ambivalence qui existe des fois à opposer politiquement la santé publique et la sécurité publique, comme si elles étaient mutuellement exclusives. Et donc, c'est un problème fondamental de droit de la personne. Et Maître Saint-Just va nous apporter ici un regard critique qui est vraiment pertinent, très d'actualité au moment où, ici à Ottawa, nous sommes en train d'accueillir les premiers centres de prévention des surdoses, autorisés et non autorisés. Nous avons ici dans la salle des personnes qui sont très impliquées dans cette bataille, dont ma collègue Marie-Ève Sylvestre. Nous avons des manifestations, probablement aujourd'hui même, avec des gens dans la population qui s'opposent à ce type d'arrangement, disons, et des personnes qui sont là pour offrir un soutien avec l'argument fondamental, on a parlé hier soir même, qui est celui de l'importance de sauver des vies. Alors Marie-Ève me disait qu'il y a un nombre de décès par surdose incroyable par jour à Ottawa. Moi, je n'étais pas au courant de ces chiffres et j'étais très impressionnée. Et donc, pour tout ça, je pense qu'amener ce débat aujourd'hui ici à notre section, c'est vraiment quelque chose de critique, de pertinent, d'utile et d'absolument nécessaire. Alors, juste quelques notes biographiques qui témoignent de l'engagement profond de Maître Saint-Just envers cette cause, aussi professionnellement que de façon bénévole. Comme il nous disait tantôt, il a vite quitté la vie des grands bureaux d'avocats pour s'engager profondément dans sa communauté. Et donc, il a fondé Cactus Montréal, un organisme communautaire œuvrant auprès des personnes qui font usage de drogues injectables et premier programme d'échange de seringues en Amérique du Nord. Depuis 2003, il préside le conseil d'administration de cet organisme. En 2011, à la Cour suprême du Canada, il sera procureur au sein d'une coalition internationale et partie intervenante dans la cause Insight, donc le site d'injection supervisée de Vancouver. Il a été consultant auprès du ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec et auprès de l'Institut national de santé publique du Québec sur des enjeux de santé publique et de réduction des méfaits. De 2003 à 2015, il a été consultant auprès du département de santé mentale et d'abus de substances de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, et de l'Organisation panaméricaine de santé aussi. De 2008 à 2015,
Il a été ombudsman à l'Institut Pinel, Philippe Pinel de Montréal. Depuis 2010, il est membre du conseil d'administration du réseau juridique canadien VH-SIDA. Depuis 2007, il est président du conseil d'administration du CIUS du nord de l'île de Montréal. Il est aussi chargé de cours au département de toxicomanie de l'Université de Sherbrooke, où il enseigne le cours politique et intervention en toxicomanie. Donc, un grand merci de notre part d'avoir accepté notre invitation pour donner le coup d'envoi. Et maintenant, la parole à vous. Merci, Margarida. Je réalise que j'aurais jamais dû t'envoyer cette liste de choses exécutées dans lesquelles je me suis engagé. C'est toujours un peu gênant. Mais on vieillit, et on vieillit tous, et on a tous des activités. On est étudiant un jour, on est étudiant aujourd'hui, et demain, on mettra en pratique ce qu'on apprend sur les bancs d'école, on s'impliquera. Notre carrière sera lancée et elle aura les horizons qu'on voudra bien lui donner. Oui, j'ai ce parcours-là. Peut-être avez-vous vu à travers ce parcours le parcours d'une personne qui, comme Margarida le disait, n'a pas survécu très longtemps à la pratique dans un grand cabinet. C'était pas fait pour moi. Il y en a pour qui c'est une avenue formidable, et c'est bien ainsi, c'est tant mieux ainsi. Pour certains, dont je fais partie, c'était pas le cas. J'ai choisi plutôt de demeurer sur le terrain, d'être impliqué dans ma communauté, et celle de Montréal, mais aussi dans une communauté d'intérêt. Dans le secteur de la toxicomanie. Ces choses-là arrivent parfois par hasard. En 1983, je termine mon barreau à Montréal. Je ne l'ai malheureusement pas fait ici. Je suis retourné chez moi, à Montréal. Et déjà là, on vivait l'incertitude de la pandémie du VIH. Ça m'a tout de suite interpellé. Je me suis impliqué déjà dans les comités d'usagers, qui étaient des comités un peu de personnes ONI, des personnes qui étaient regardées avec beaucoup de crainte, qui ont donné peu de crédibilité, dans le contexte d'une maladie dont on ne connaissait pas facilement, qu'on ne connaissait pas totalement les modes de transmission. Donc, c'était une époque de grande crainte. Alors, je me suis impliqué à partir de ce moment-là, et comme le hasard fait bien les choses, en 1989, avec des médecins, avec des travailleurs sociaux, avec des criminologues, avec des administrateurs du réseau de la santé, on a fondé Cactus Montréal. Premier organisme, premier programme d'échange de seringues en Amérique du Nord. Et après ça, le train est parti. Ce qui est formidable avec... En fait, je ne savais pas non plus que j'inaugurais cette série de conférences. Alors, en même temps, c'est un grand défi. Je sais que vous prenez le temps de venir. Je vais essayer d'être à la hauteur. Et ce qui est quand même formidable, c'est qu'au moment où Margarida m'a invité, on ne savait pas qu'à Ottawa, avec Marie-Ève, vous auriez un site d'injection supervisée, de consommation supervisée. Illégal, techniquement, parce qu'il n'a pas l'exemption nécessaire requise en vertu de la loi canadienne sur les drogues, mais on voit que les choses changent. Les choses changent parce qu'il y a de l'activisme. Les choses changent parce qu'il y a des gens qui se lèvent, il y a des gens qui revendiquent, il y a des gens qui reconnaissent la voie, la reconnaissance des droits humains, l'accès aux services de santé pour des communautés, des personnes vulnérables que sont les toxicomanes utilisateurs de drogues injectables. C'est un changement excessivement important dans le quotidien, dans le paysage politique, ou des politiques. Et quand je parle des politiques, je parle nécessairement des politiciens. Et des politiques qu'ils rédigent, qu'ils adoptent, des lois qu'ils mettent en place, des philosophies qu'ils ont, des orientations qu'ils mettent de l'avant, avec des conséquences heureuses parfois et des conséquences un peu plus malheureuses parfois également. Donc, j'ai cette chance-là de vous parler du milieu de la santé publique, de la toxicomanie, des changements législatifs, de ce combat entre sécurité publique et santé publique, vu
à travers ces 30 années d'expérience dans le secteur de la santé publique. Le regard que je vais partager avec vous, écoutez, c'est en l'espace de 30-40 minutes. Ce que j'ai choisi de faire, c'est vraiment de vous donner une idée assez générale des liens entre le passé et ce qu'on vit maintenant. Et les changements sont fulgurants. Je me considère comme un activiste maintenant. Je le suis devenu. Oui, je suis avocat de formation. Je pratique le droit. Je le pratique de façon formelle dans le cadre de dossiers particuliers, mais j'ai aussi ce volet d'intervention communautaire dans la défense de droits, mais une implication à 100% bénévole. Et ça vous donne un tout autre regard. C'est celui-là que je vais partager avec vous aujourd'hui. Je ne vous donnerai pas de grandes tirades juridiques nécessairement en vous citant en détail les grands arrêts qui ont parcouru ces 30 années-là dans le domaine du VIH-Sida ou de la toxicomanie, et il y en a. Je ferai référence à certaines de ces décisions-là qui ont été tranchantes aussi. Mais c'est vraiment mon regard qu'on pourra peut-être un peu partager ensemble lors de la période de questions tout à l'heure, qui est un regard sur des façons de faire, sur la mesquinerie, sur aussi les limites des politiciens. On peut être de l'autre côté de la clôture et critiquer vertement les politiciens qui prennent des décisions. Ils ont leur milieu aussi, il faut le comprendre. Et je me suis fait le devoir de parler d'un de ces politiciens-là qui, moi, m'a marqué, qui a marqué le milieu de la réflexion sur les drogues. Il s'agit de Pierre-Claude Nolin. Pierre-Claude Nolin est décédé il y a 2 ans déjà. Pierre-Claude a été président du Sénat. C'est un avocat aussi. Et il a été président de la Commission sur les drogues au début des années 2000. Son seul défaut, c'est qu'il était conservateur. Mais quel homme! Et à chaque fois que je parle de ce combat-là qu'on a mené, je ne peux pas m'empêcher de penser à lui. Il a été, pour nous, ceux qui travaillent d'arrache-pied à faire changer les choses, à créer un autre regard que celui de la sécurité publique, que celui de l'application du droit criminel en matière de drogue. Il a été de ceux, parmi les politiciens, qui ont ouvert les voies, qui ont poussé les portes, qui ont permis de maintenir un discours et un dialogue, même aussi ténu soit-il, avec un premier ministre de l'époque qui était Stephen Harper. Le regard que je jette pose des jugements. Et je les assume. Quand vous travaillez sur le terrain, peu importe vos allégeances politiques, quand vous travaillez dans ce secteur-là, votre but, c'est la défense des droits. Et c'est de vous assurer que les droits les plus fondamentaux, droit à la vie, droit à la sécurité, droit à la liberté, droit à la non-discrimination, que ces droits-là soient respectés. Peu importe qui vous avez devant. Lorsqu'on constate qu'un projet de loi, dont je vais vous parler dans quelques minutes, vient entre autres proposer de retirer aux prisonniers leur droit de vote, c'est odieux. C'est odieux. Même parmi les conservateurs, beaucoup étaient malheureux de cette démarche-là. Heureusement, cette portion-là n'a pas été adoptée. Et c'est pour ça qu'il faut avoir quand même un regard objectif. C'est un regard dur, mais un regard objectif. Mon regard n'est pas partisan. Ou s'il l'est, il est partisan des droits de l'homme, du respect des individus, qui que nous soyons. Ça ne fait pas toujours le bonheur des uns. Ça m'a causé beaucoup de problèmes au courant de ma carrière. Margarida mentionnait tout à l'heure que j'étais président de cette nouvelle bête qui est un CIUS, donc le CIUS du nord de l'île de Montréal, l'hôpital Sacré-Cœur, etc., etc. C'est 13 CHSLD,
22 000 CLSC, 1500 hôpitaux, c'est énorme. C'est énorme. J'exagère, mais vous voyez un peu l'ampleur de ces bêtes-là. Et dans quelques jours, il y a un renouvellement des présidents de conseil fait par nul autre que le ministre Barrette. Je ne me suis jamais empêché de parler sur des enjeux qui concernent le ministère de la Santé. Est-ce que mon poste ou ma position sera renouvelée? Bénévole, président, peut-être, peut-être pas. Mais il ne faut pas s'accrocher à ça. Alors, le droit de parole, le droit de s'exprimer, c'est précieux. Et on fait les choix qu'on fait, on les assume. Parfois c'est dur, mais on les assume. Alors, c'est un peu le contexte de la présentation que je vous fais. Mais il y a un prétexte aussi à cette conférence-là. Et ce prétexte-là, ben, c'est celui d'un anniversaire, le 6e anniversaire d'une décision rendue par la Cour suprême le 30 septembre 2011, une décision historique. Vous la connaissez, vous en avez entendu parler beaucoup. C'est la décision rendue dans le dossier Insight. Insight qui est ce service d'injection supervisée de Vancouver, qui est le premier spécimen dans son genre en Amérique du Nord, et j'ose dire aussi en Amérique tout court, du Sud et du Nord. C'est une initiative de santé publique pure et simple. Insight, c'est le porte-étendard, c'est le drapeau de la réduction des méfaits, et dans lequel le gouvernement, face auquel le gouvernement fédéral de l'époque, parce que le regard que je pose aujourd'hui avec vous, c'est un regard critique sur les politiques d'un gouvernement en particulier, et un regard sur les gestes posés par un nouveau gouvernement qui est en poste depuis, ce sera 2 ans bientôt. Donc ce gouvernement-là, à l'époque, en 2011, ne voyait aucune utilité, aucune pertinence, aucun avantage à un site d'injection supervisée. Vous le voyez aujourd'hui dans les rues du Vieux Marché. À Ottawa, vous avez ce site d'injection. Il est toléré. Quand même extraordinaire d'une certaine façon. J'apprenais tout à l'heure par Marie-Ève qu'avec l'ouverture temporaire de ce nouveau site, un autre qui s'ajoute aux 8 ou aux 10 là, qui sont déjà existants au Canada, il n'y a pas si longtemps, on aurait pu penser qu'on aurait fermé Manu Militari ces sites-là. Qu'on serait arrivé, comme on le fait à Barcelone, en Catalogne, et qu'on aurait retiré les urnes, et qu'on aurait retiré, perquisitionné les billets de vote. On n'a pas fait ça. Alors, ça marque quand même un signe d'étape. Et ça, pour les observateurs que nous sommes de cette scène-là, c'est important. Ça veut dire qu'il y a un changement quand même. Quand même. C'est aussi profiter d'un terrain qui est assez vaste, un terrain social, politique, que nous offre aussi la crise nationale sur les opioïdes. Parce qu'on vit une crise nationale sur les opioïdes. Encore là, divergence. Santé publique, sécurité publique, malaise, inconfort de nos politiciens. La ministre fédérale de la Santé à l'époque, qui n'y est plus, elle a été réquisitionnée dans une autre mission par le premier ministre, Mme Philpott, a décrété une crise nationale des opioïdes. Vous avez, par ailleurs, on s'entend, c'est clair, la crise, son épicentre est à Vancouver, il est en Colombie-Britannique. Mais avec l'irradiation de cette crise-là, avec le fentanyl, une drogue synthétique qui voyage, qui se rendent partout, qui se retrouvent dans nos rues, d'un océan à l'autre, ben, la crise est nationale. Pourtant, vous avez des politiciens, vous avez l'Ontario, vous avez le Québec, où les ministres, les premiers ministres, mais surtout les ministres de la Santé, se refusent de parler d'une crise nationale des opioïdes. C'est compliqué. On n'est pas encore dans une crise. Alors, elle arrive quand, la crise? Les journalistes sont pareils. Les journalistes vous courent après pour vous dire « Ah, écoutez, ce matin, on a trouvé 2 personnes, dont une avait une seringue dans la jambe, et on soupçonne que c'est le fentanyl. Est-ce qu'on vit une crise? » Ça a été comme ça tous les jours, il y a à peu près une semaine ou 2. Il y a une montée. Alors la crise, si on attend une crise identique à celle que l'on vit à Vancouver,
on va l'attendre longtemps, de sorte qu'on ne sera jamais en crise, de sorte qu'on ne fera rien et on ne prendra aucun moyen de prévention pour agir avant que tout ça ne survienne. C'est le discours du ministre Barrette, c'est le discours du ministre fédéral, du ministre provincial de la Santé ici en Ontario. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'on en vit une crise à notre échelle. La crise, ou une crise, c'est lorsque des événements inhabituels se répètent fréquemment à l'intérieur d'une personne, à l'intérieur d'un moment donné, d'une fenêtre de temps. Et on la vit, cette crise-là. On la vit en Ontario, on la vit à Ottawa, on la vit à Toronto, on la vit à Montréal. Alors les ministres, encore une fois, sont assez timides. Pourquoi? Parce que politiquement, ça les implique. Ça les oblige à dire que si aujourd'hui, je vous dis qu'on est en crise, on va se faire reprocher de n'avoir rien fait par les organisations communautaires, par les activistes de ce monde qui viennent nous dire « faites plus, ouvrez plus d'heures, élargissez les heures d'ouverture de nos sites d'injection supervisée à l'heure actuelle, distribuons des trousses de naloxone, cet antidote aux surdoses causées par l'injection de drogue. » Alors ils le font parce qu'il y a une pression. Ils le font vraiment parce qu'il y a une pression, mais ils n'avouent pas que nous vivons une crise. Donc c'est dans ce firmament-là qu'on se parle aujourd'hui. On est sur le terrain de la drogue. On est sur le terrain de leur réglementation. On est sur le terrain du droit criminel. On est sur le terrain de l'abus de l'usage de drogue, de l'abus de l'usage des opioïdes de prescription. Parce que ce n'est pas simplement que les drogues illégales, c'est les drogues de prescription aussi qui font qu'on vit une crise des opioïdes. On est aussi sur le terrain des infections transmissibles par le sang. On n'y échappe pas. Et on est dans le quotidien des personnes toxicomanes utilisatrices de drogues injectables. Est-ce qu'on demeure campé dans une logique de sécurité publique accrue, ou est-ce qu'on évolue actuellement vers une réforme de nos approches en matière de lutte à la drogue, en leur donnant un volet ou des volets différents comme une approche de santé publique? Est-ce qu'on donne à la santé publique une place un peu plus privilégiée parce que la prohibition, parce que la criminalisation est un échec? Et surtout parce que cette approche aura contribué à la négation impardonnable de droits humains. C'est le regard qu'on peut poser aujourd'hui. On a nié l'évidence. On est dans le cadre de conférences sur la recherche. Et aujourd'hui, on a cette chance qu'on n'avait pas dans les années 80, d'avoir des données probantes. L'intelligence des activistes, de ces grandes organisations de par le monde. Ici au Canada, je peux en nommer plusieurs. Il y a la coalition canadienne sur les politiques sur les drogues, le réseau juridique canadien VIH, Pivot à Vancouver, ALCO à Toronto. Vous avez là des militants qui ont forcé, qui ont produit de la documentation d'une grande qualité. Et vous avez eu des chercheurs, des épidémiologistes, des cliniciens, qui sont venus, au fil des ans, donner à la réalité une banque de ressources, de données, de statistiques qui aujourd'hui parlent. Vous le savez, on a quand même passé une petite période de 10 ans où la voie scientifique était plutôt mise de côté. Depuis 2015, lorsqu'on questionne les fonctionnaires des ministères fédéraux où il y a de la recherche, c'est une libération. On peut parler, on peut dire les choses comme elles sont. Et ça nous a manqué cruellement. Il y a eu un déni des données, des bases scientifiques pendant 10 ans. Je vous parlerai ou je glisserai tout à l'heure une déclaration, la déclaration de Vienne, qui est une déclaration qui a été faite par l'ensemble des délégués à la conférence de Vienne en 2010, la conférence de l'ONU-SIDA, qui se produit aux 2 ans, où on a exigé
les pays membres des Nations Unies de structurer leur politique en matière de drogue à partir de la recherche des données probantes. C'est la première fois que dans le cadre d'un grand congrès international en matière de VIH et de drogue, par ricochet, que l'on faisait cette déclaration, que l'on l'exigeait des grandes communautés internationales. Ça s'est répercuté, on va le voir tout à l'heure, à l'ONU, dans les grandes instances, dans les grands organes de l'ONU, au niveau du contrôle, de la surveillance des drogues. Alors, est-ce qu'on se retrouve dans un contexte où santé publique, sécurité publique vont pouvoir enfin cohabiter sans que la seconde étouffe la première? Parce que c'est plutôt le constat que l'on fait des 30 dernières années, pour ne parler que de ces 30 dernières années. Alors, pour tenter, encore une fois, bien humblement, de risquer une réponse, je vous invite à revenir dans le temps. Et on va se plonger quelques instants dans la pandémie du sida, parce qu'il faut quand même se rattacher à cette pandémie d'il y a 30 ans environ, dans les années 80, pour se positionner par rapport au chemin parcouru entre la dualité sécurité publique, santé publique. Comment est-ce que ça s'est traduit dans nos politiques et dans notre approche de la lutte contre les drogues? Alors, avec l'apparition du VIH-Sida dans les années 80, on s'est vite rendu compte que les autorités de santé publique étaient particulièrement dépassées. On le serait à moins. Inefficacité thérapeutique, désarmante, ça va de soi. On ne connaît pas l'animal qui est devant nous. On a de la difficulté à le saisir et on constate que des gens meurent, tombent comme des mouches, jour après jour. Les craintes irrationnelles, on recherche des boucs émissaires, on fait appel à des mesures d'exclusion. Vous avez sans doute lu, vu des recommandations quand même assez formidables de placer les Sidéens sur une île avec aussi une étoile, comme dans le bon vieux temps, à la Seconde Guerre mondiale. Alors, on a quand même eu ces flashs inventifs par rapport à la crise du VIH. Culpabilisation des personnes atteintes, jugements moraux, discrimination sans réserve. Évidemment, les homosexuels étaient visés. C'était la maladie des homosexuels. C'était la maladie aussi des personnes de race noire. Les Haïtiens en savent quelque chose. Ces attitudes, ces réactions étaient évidemment pas nouvelles aux yeux des historiens de la santé publique parce que, vous devinez bien, à chaque épidémie, ces réactions-là naissent de la seule peur de la contagion. C'est ça la base. C'est ça qui explique ces réactions aussi spontanées, aussi mesquines soient-elles, c'est la peur de la contagion. Toutes les épidémies ont été quand même, révélatrices de grande solidarité, de dévouement, d'humanisme. On l'a vu, ces communautés-là se sont resserrées. Les familles, même si elles avaient été divisées, les familles aussi ont été très proches de cette crise qui leur a fait découvrir aussi la nature des choses, la nature de la vie de certains de leurs proches qu'ils ne soupçonnaient pas. Mais on a aussi eu du désarroi, du déni, de la mesquinerie. Le sida et ses victimes en seront témoins pour le moins écorchés. Alors, après avoir accusé les personnes homosexuelles de tous les maux, on va se rendre à l'évidence, soit que le virus se transmet aussi par contact sexuel entre personnes hétérosexuelles. Grande surprise. Ça se transmet aussi de façon verticale, de la mère à l'enfant. Alors là, on est un petit peu plus sympathique. C'est sympathique, ça. Mais l'homosexualité, c'est pas sympathique. Et on va arriver à ce constat qu'il y a aussi un vecteur qui est formidable et qui est prolifique, c'est celui de la consommation de drogues injectables. Et là, on va avoir un regard un peu plus méprisant. Parce que le virus va faire des ravages dans cette communauté d'utilisateurs de drogues injectables. Et c'est comme si on venait de découvrir ce milieu qu'on avait caché, le milieu de la consommation de drogues injectables, à la fin des années 80. Alors la planète entière s'affolait et on se lançait dans tous les sens pour la comprendre, tout en vivant une épidémie parallèle
qui était celle de la peur. La santé publique n'avait pas d'autre choix que de se réinventer. Et c'est ça le constat le plus formidable, c'est que dans un contexte beaucoup plus traditionnel où une approche de sécurité publique, de proéminence du droit criminel, on s'est retrouvé face à une situation où il fallait faire quelque chose. Donc la santé publique se réinvente. Elle dont le champ de pratique s'est longtemps limité aux maladies infectieuses. Alors, si on se ramène il y a 30 ans, 35 ans, on peut comprendre que la dernière épidémie qui avait ébranlé notre système de santé au Canada, au Québec, c'était la poliomyélite de la fin des années 50. Alors, entre 1950 et 1980, tout était resté un peu tranquille, bien calme, avec comme résultat ce qu'on peut appeler une certaine amnésie de ce que c'est qu'un fléau. Alors, on ne savait pas trop comment réagir, quoi faire. Et c'est le temps pour nous de se donner une définition de ce que c'est que la santé publique. Et je vais choisir la définition d'un pionnier, le docteur Jean Robert. Jean Robert, aujourd'hui, a sûrement pas loin de 80 ans, et Jean a été un des artisans de cette nouvelle santé publique. Il la définissait comme ça. La santé publique, c'est l'art de protéger et de promouvoir la santé de la population, au-delà et sans l'exclure de la santé des personnes prises individuellement. Je la reprends. L'art, l'ensemble de modalités pour bien faire les choses. Protéger, mettre à l'abri du danger. Promouvoir, encourager, favoriser le développement d'une chose. La santé. Bien-être physique, mental, social, environnemental. C'est la santé publique en général. Santé de la population. Ensemble d'individus composant une catégorie. Au-delà, et sans l'exclure de la santé des personnes prises individuellement. Ce qui veut dire que le bien commun va primer sur l'intérêt particulier, mais l'individu, il est considéré pour lui-même, pour ce qu'il est aussi. Et c'est ça la beauté de la chose. Le contexte d'époque va nous confronter à des lois sur la protection de la santé publique qui ne sont vraiment pas bâties pour répondre sur le champ à un phénomène aussi puissant, aussi déstabilisant que la pandémie qu'on a vécue dans les années 80. Alors, c'est une situation dont on n'arrive pas à comprendre les tenants et les aboutissants. La recherche se fait, les points de vue arrivent, sont contestés, on arrive à certaines évidences. La crise, elle est sociale, elle est culturelle et elle est aussi humaine. Au Québec, par exemple, la loi sur la protection de la santé publique va ouvrir des pouvoirs, offrait à cette époque-là, comme elle le fait aujourd'hui, mais elle s'est raffinée. La loi offrait des pouvoirs d'urgence passablement dégarnis, qui étaient à tout le moins mal définis, pour permettre aux directeurs de santé communautaire, parce que c'est comme ça qu'on les appelait à l'époque, c'était des directions de santé communautaire, on avait des pouvoirs très larges, très mal définis pour leur permettre d'intervenir dans une crise comme celle-là. Alors, il y en a beaucoup qui vont interpréter à leur manière ce que ces possibilités-là leur permettaient de faire. Alors, la fin justifiait les moyens pour certains. Et c'est là qu'on a commencé à provoquer les choses. À Montréal, ailleurs au Québec, à Toronto, ailleurs au Québec, à Vancouver, évidemment. Les intervenants de santé publique vont faire les choses autrement. Et on va décider, on va à ce moment-là faire face à la réalité. On va, par exemple, se rendre sur le terrain. On va aller voir les prostituées. Je dis prostituées parce que c'était le terme utilisé. Aujourd'hui, on parle des travailleurs et des travailleuses du sexe. Donc, ce sont les travailleurs et les travailleuses du sexe de l'époque. On allait à leur rencontre, dans les restaurants, dans le coin où elles se prostituaient, où ils se prostituaient. On allait leur donner de l'information, celle que l'on avait. On allait surtout faire de la prévention avec de la distribution de condoms. C'était nouveau, ça. La santé publique dans la rue. Remettre des condoms. Donner des conseils. Informer sur les risques de transmission. C'est la façon de faire. La plus pratique, la plus tangible, la plus directe.
Je me souviens aussi, au cours de ces années-là, on fréquentait les conférences qui commençaient à se multiplier. Et il y a un pays, des organisations communautaires et aussi les instances de santé publique de l'époque étaient très avant-gardistes. Alors, on connaît le tempérament chaud des Brésiliens, du moins, c'est ce qu'on veut bien nous faire voir et comprendre. La manière dont les outils de prévention étaient présentés, c'était excessivement cru. Les bandes dessinées, par exemple, des petits dépliants. Alors, comment est-ce que le VIH se transmet par voie sexuelle? Une image vaut 1000 mots, un dessin vaut 1000 mots. Au Brésil, ça ne choquait pas. Ça se comprenait. Utiliser la même façon de faire de la santé publique ici aurait choqué. Énormément, c'était impossible de faire ça. Je vous donne un exemple. Fin des années 80, on prépare une première campagne publicitaire dans le milieu homosexuel. Photos, affiches. Évidemment, c'est l'époque où Claude Ryan est à la tête du Parti libéral. On a, en fait, c'est le Parti libéral qui est aussi, à ce moment-là, pendant cette période-là, le Parti libéral du Québec forme le gouvernement. Madame Thérèse Lavoie-Roux, je me souviens, est la ministre de la Santé à cette époque-là. Eh bien, la campagne n'a pas passé. L'affiche était beaucoup trop suggestive. Pourtant, vous la verriez, cette affiche-là, aujourd'hui, puis vous diriez, même à l'époque, c'était pas compliqué. C'était une photo, un peu en contre-champ, mais un peu à contre-lumière, un jeune homme qui était en camisole, mais on le voyait de profil. On voyait que le blanc de sa camisole était dans une porte. On voyait bien que c'était un jeune homme qui pouvait faire partie de la communauté homosexuelle. C'est tout. Avec des phrases à côté. Des phrases, une seule phrase. Ça n'a pas passé. Alors on vit les époques comme on les vit avec les réactions. C'est pour ça que je vous dis que les politiciens vivent aussi avec leurs électeurs, avec leur population. C'était le cas il y a 30 ans, c'était le cas il y a 20 ans, c'était le cas il y a 10 ans, et c'est le cas aujourd'hui. On a fait en santé publique exactement la même approche, on a utilisé la même approche directe que celle utilisée auprès des travailleurs du sexe. C'est-à-dire, on a décidé de distribuer des seringues stériles, du matériel d'injection stérile aux toxicomanes. C'est un petit peu plus risqué de se promener dans la rue à cette époque-là avec des seringues. Le condom, on fait toujours le faire. Il y avait de l'audace là-dedans, mais il fallait le faire. Les seringues, on a plutôt décidé de le faire à travers une entité précise, à l'intérieur de programmes d'échange de seringues. On a fait la même approche aussi en prison. Ces médecins de santé communautaire, ces infirmières de santé communautaire, les travailleurs sociaux de l'époque sont allés en prison aussi pour diffuser, donner de l'information. Pas donner du matériel, mais commencer à parler dans les années 80 de la distribution de matériel de protection, condoms et de seringues. On ne distribuait pas de condoms encore à la fin des années 80 dans les prisons. On en distribue aujourd'hui, mais on ne distribue pas de seringues encore. On va y revenir. Alors, c'est la naissance, fin des années 80, je pense qu'on peut se le dire, on peut se féliciter de dire que c'est vraiment la période où on voit naître une nouvelle santé publique dont les bases sont celles de la réduction des méfaits ou de la réduction des risques. Je vous donne une définition de la réduction des méfaits. Il y en a plusieurs. Mais il y en a une que je privilégie parce qu'elle est belle, parce qu'elle est juste. Et c'est une définition qui a été travaillée par une organisation communautaire de l'Alberta, Streetworks,
à Edmonton. Streetworks fait énormément de travail de terrain et vous pouvez vous l'imaginer, particulièrement auprès des communautés autochtones qui sont touchées gravement par la crise des opioïdes et aussi par un autre sujet que je vais aborder rapidement tout à l'heure, la criminalisation du VIH. Parce que ça aussi, ça fait partie de cet effort de miner la santé publique, la criminalisation du VIH. Donc, les Autochtones, les femmes, sont particulièrement visées, les gens de race noire sont particulièrement visés par ces situations-là. Donc, je vous donne cette définition-là. La réduction des méfaits est une approche complète, juste et fondée sur la science, sur la recherche, sur les données probantes à l'égard de la consommation de drogue. Elle consiste en des politiques, des stratégies et des services qui visent à aider les personnes qui consomment des substances psychotropes, psychoactives, légales et illégales, à vivre une vie plus sécuritaire et plus saine. Toute substance a des effets positifs et négatifs. La consommation de drogue peut affecter la santé de l'individu et sa vulnérabilité sur le plan juridique. Et l'approche de réduction des méfaits reconnaît que les gens consomment des drogues pour diverses raisons. Ça peut être récréatif, ça peut être aussi parce que la pauvreté, le manque d'emploi, les difficultés de vivre nous y amènent. Ce n'est pas toujours un choix que de consommer et que d'être aux prises avec une maladie qui s'appelle la toxicomanie. La réduction de la consommation de drogue et l'abstinence ne sont pas nécessaires pour recevoir du respect, de la compassion ou des services. C'est un petit pied de nez à l'autre approche qui est celle de la criminalisation, celle de la sécurité publique. Il est clair que la plupart des personnes qui consomment des drogues ne rencontrent pas de problème, mais dans certaines circonstances, la consommation peut conduire à la dépendance et ou à une situation chaotique. On est poli ici. Quand c'est chaotique, c'est chaotique. La réduction des méfaits renforce la capacité des personnes qui consomment des drogues de développer un plus grand contrôle de leur vie et sur leur santé, leur permet de prendre des mesures proactives de protection pour elles-mêmes, leur famille et leur communauté. C'est une belle définition parce qu'elle met l'accent sur l'individu, sur les raisons qui l'amènent à consommer, sur les possibilités qu'on peut lui offrir de recevoir des services. Encore faut-il les rendre accessibles, encore faut-il les créer. Et ça, ce sont les politiciens qui ont cette responsabilité-là. Mais cette définition de la réduction des méfaits, elle est juste parce qu'elle remet les choses en perspective. Ne pas approcher cette crise ou cette lutte aux drogues par le biais du droit criminel, par le biais de la sécurité publique accrue, parce qu'on échappe véritablement l'essence même de la lutte à la drogue, qui est celle de permettre aux personnes touchées, aux toxicomanes, de s'en sortir sans les juger, avec les moyens qu'on leur donnera. Alors on revient dans nos rues à la fin des années 80, et comme je vous le disais brièvement tout à l'heure, c'est à cette époque-là que Cactus Montréal va voir le jour. Premier programme d'échange de seringues en Amérique du Nord et du Sud. Comme Insight l'a été au niveau des sites d'injection supervisés en 2002-2003. Premier site d'injection supervisé en Amérique du Nord. Tout un pied de nez aux États-Unis quand même. 2 fois, coup sur coup, à 10 ans d'intervalle. Quand même incompréhensible que les États-Unis n'aient rien fait d'aussi simple, d'aussi essentiel. Premier programme d'échange de seringues, alors que dans leur pays, la crise, la pandémie du VIH frappait drôlement fort. Ailleurs, ça existait. En Europe, ça existait. En Suisse, ça existait déjà, par exemple. En Espagne. Alors, on s'est inspiré de ça. Oui, premier programme d'échange de seringues, c'est une fierté.
ceux qui ont collaboré à la mise sur pied de cette organisation-là, qui a fait des petits, heureusement. Heureusement. Et la famille est grande aujourd'hui. La famille est vraiment très grande. Les petits-enfants de deuxième, de troisième, de quatrième génération, presque. Mais c'était aussi, de façon brutale, un premier véritable choc entre la dualité santé publique et sécurité publique. Alors, je vous amène une troisième définition, la dernière, celle de la sécurité publique. C'est quoi la sécurité publique? C'est plus brutal, une définition de la sécurité publique. C'est moins poétique que les deux autres. Ça désigne généralement les différents aspects d'ordre public et de sécurité visant à protéger la population d'une communauté, un État, une province, une municipalité, contre les menaces internes. Sécurité domestique. Ça fait appel à un service universel pour protéger l'intégrité physique des citoyens et de leurs biens. C'est la prévention et de la répression des délits. La sécurité publique implique l'intervention des forces de l'ordre pour poursuivre les délinquants et les livrer à la justice qui, elle, va établir les sanctions appropriées. C'est le système de justice pénale. Alors, Cactus va naître de ce mouvement de faire autrement la santé publique. Beaucoup d'enthousiasme, certes, mais beaucoup d'embûches. Parce que la prévention du VIH chez les UDI, les utilisateurs de drogues injectables, ça fait résonner bien d'autres craintes qui sont issues de tabous différents cette fois-ci. Alors, c'est plus le sexe, c'est plus l'homosexualité, c'est encore moins l'hémophilie qui est en cause, c'est la drogue. C'est la consommation de drogues illégales. Alors, autre combat. Communication difficile avec les policiers. Si on parle de sécurité publique, des organisations équivalentes à Cactus, il y en a maintenant des dizaines et des dizaines à travers le pays. Et quand vous commencez dans ce milieu-là, vous n'avez pas le choix. Il faut parler aux politiciens, il faut parler aux services de police locaux. Vous êtes créé parce que le gouvernement, à l'époque, n'avait pas le choix. C'était une initiative qui était quand même intéressante. Ils l'ont trouvée belle, ils l'ont supportée, mais il ne faut pas parler trop fort. Il faut y aller en douce. Sortez pas trop dans les médias. Faites attention. Donc, marchez sur le bout des pieds. Pas feutré. Difficile de marcher à pas feutré quand vous êtes un activiste et vous avez ça sous les yeux. Mais il y a différents types d'activisme. Il y a des activistes purs et durs qui ne trouveront jamais, mais jamais, rien de suffisant ou des actions qui sont satisfaisantes, qui vont toujours exiger plus. Ils n'ont pas tort, parfois. Ça en prend. Un exemple qui me vient en tête, on a eu le bonheur d'avoir à Montréal, au mois de mai cette année, 2017, le grand congrès du Harm Reduction International. Donc, c'est à tous les 2 ans. C'est une organisation qui est dirigée d'ailleurs par un Canadien. Le directeur général est un Canadien. Et cette organisation-là est basée à Londres. Donc, ils organisent cette grande messe de la réduction des méfaits à chaque 2 ans. C'est à Montréal que ça se passe. C'est formidable. On est allé présenter, on était quelques-uns à présenter la candidature de Montréal en 2015 à Kuala Lumpur, parce que c'est une organisation qui choisit les endroits. C'est ça être un activiste intelligent, c'est de dire où est-ce qu'on va frapper le plus fort. Dans quel contexte on pourrait s'inscrire pour forcer les choses. La Malaisie, évidemment, ça se retrouve en Asie. On est proche des pays d'Asie du Sud-Est qui sont les plus virulents en matière de lutte contre la drogue. On peut penser aux Philippines, on peut penser à la Thaïlande avec ses camps de renforcement, ces camps de réadaptation, de réhabilitation des personnes toxicomanes. Le Vietnam en fait partie, à ma grande peine. C'est un magnifique pays. Ce sont de magnifiques pays. Mais on a cette approche rigoureuse, militaire, de réhabilitation parce que c'est une tare. Alors, je n'ai pas besoin de vous parler de la méthode du président philippin. D'ailleurs, c'est assez étonnant qu'on ne soit pas capable de faire taire et de mettre un terme à ce carnage qui se passe actuellement au Philippines. Insensé. Alors, l'anecdote que je voulais vous donner, mon Dieu, j'espère que j'ai encore de la batterie. Oui, c'est bon. Oui ou non? Alors, on est à l'ouverture de la conférence internationale et nous attendons
les deux conférenciers d'honneur. Notre ministre de la Santé publique du Québec, Mme Charlebois, et surtout, on attendait Mme Philpott, la ministre de la Santé. Le discours de Mme Charlebois, on passera. Mme Philpott s'avance, et vous avez des activistes qui ont des pancartes et qui s'avancent devant et qui tournent le dos. Et le mot avait été passé dans la salle. Vous vous levez et vous tournez le dos à la conférencière. C'est des méthodes formidables. Je l'ai fait à Washington, à un autre congrès de l'UNUCIDA. Je ne l'ai pas fait cette année. Je l'ai fait à Washington parce que c'était la ministre de la Santé à Agwacook, à cette époque, ministre sous Stephen Harper. On ne pouvait pas apprécier autrement qu'en tournant le dos à cette personne-là. C'est une façon très pacifique de lancer un message. Par contre, il faut choisir les moments pour le faire. Il y a des photos qui ont été prises de ce moment-là. Et après, Mme Philpott a été excessivement étonnée, émue. Elle a pleuré. Elle a pleuré sur ça. Elle était incapable, elle a été surprise. Alors, certains vont dire, ben, écoutez, c'est une politicienne, elle devait s'attendre, c'est pas la première fois que ça se fait. Effectivement, ça se fait tout le temps. Mais cette fois-ci, je devance un peu mon propos, mais je le fais parce que l'occasion est bonne. Cette fois-là, on n'avait pas raison de faire ça. On aurait pu se lever, on aurait pu, comme on le fait habituellement avec ces organisations-là, interrompre ou empêcher que la conférencière, le conférencier débute son discours avec quelques idées maîtresses. Après ça, on peut sortir, puis on y va. Et cette fois-ci, ça n'a pas été ça. Et Mme Philpott a été particulièrement blessée. Et on n'avait pas vraiment raison de faire ça, parce que en l'espace de 16 mois, je comprends qu'on a une crise des opioïdes, et là, c'est assez difficile de rester les bras croisés. Mais vraiment, je pense qu'on a manqué de délicatesse, on a manqué de jugement. Quand cette femme-là a quand même été capable, dans son gouvernement, de faire passer, de faire adopter plus de mesures que l'on en a connues dans le secteur de la lutte aux drogues, du respect de la santé publique, du respect des droits fondamentaux, plus de mesures en 16 mois qu'on en a connues en 10 ans. Alors, on a eu de bons échanges avec les groupes communautaires qui ont participé à ça. J'ai de très bons amis qui participaient à cette manifestation-là. Je ne sais pas s'ils sont repentants aujourd'hui, je ne sais pas. Certains, je suis convaincu que non, parce que c'est la façon de faire. Si on ne fait pas ça, ce qu'ils disent, you talk, we die. Parlez, nous mourrons. Alors, ça lance des messages. C'est nécessaire, parfois, mais aussi, il faut doser et choisir les moments. Ce moment-là n'était peut-être pas le meilleur. Donc, je reviens. Communication difficile à l'époque avec les policiers, c'est certain. On ouvre Cactus, on est situé vraiment dans le Red Light de Montréal, sur la rue Saint-Dominique. On a des infirmières. C'est vraiment un programme qui est basé sur l'expérience infirmière. Comme le sont nos programmes d'injection supervisée. C'est la norme, c'est ce qu'on a choisi. Est-ce qu'un jour on arrivera à ces programmes-là par les pairs? C'est souhaitable. Ce qui est souhaitable, c'est de les impliquer à un niveau ou à un autre. Donc les policiers avaient aucune ouverture, à peu près pas. Tout est une question aussi de moment, mais tout est aussi une question d'individu. Avec qui vous faites affaire? Qui sont vos vis-à-vis chez les politiciens, à la mairie, dans le quartier, les chevins ou le conseiller municipal? Qui sont les directeurs dans les postes de police de vos quartiers? Des fois, vous tombez bien. Des
fois, il y a un peu d'ouverture, puis on s'arrange. Des fois, c'est pas possible. À cette époque-là, c'était assez difficile. Il y avait une fermeture. La sécurité publique, c'est la sécurité publique. La police, c'est la police. Puis vous autres, ben, écoutez, les petits gars ou les petites filles, ben, vous êtes des infirmiers, des infirmières, vous faites affaire avec des poquets, vous faites affaire avec des tout-croches. Ben, c'est correct, correct. C'est legit, votre affaire, c'est légal, on va vous laisser avancer. Mais, on va être là. Mais on ne collabore pas. Ce que les policiers faisaient, c'est de l'intimidation pure et simple. On était sur la rue Saint-Dominique, je ne sais pas si vous voyez, bon, il y a la rue aujourd'hui, c'est plus Dorchester, là, c'est René Lévesque. Vous avez le Théâtre National, donc c'est juste un petit peu à ce niveau-là. Ça a changé un peu, là, c'était à peu près à l'égalité du Montreal Poulvou de l'époque. Et les policiers laissaient leur voiture garée juste de l'autre côté, à la journée longue. Ça a duré des mois et des mois et des mois et des mois. Alors, comme collaboration, on aurait pu demander mieux. Mais ce n'était pas le cas. L'activisme, le travail de terrain que font ces organisations-là, c'est d'abord et avant tout basé sur la patience. C'est vraiment ça. Sur des principes, sur la défense de droits fondamentaux garantis. Là-dessus, on ne ment pas. Là-dessus, c'est clair. Les chartes nous le disent. Les chartes canadiennes nous le disent. Et on s'en est servi. On s'en est servi de la charte. Et les organismes communautaires vont aussi comprendre, au fur et à mesure qu'on va évoluer dans cette lutte-là, que le recours aux tribunaux, que le recours aux instances de droit, les cours de droits de l'homme, les cours américaines, la Cour européenne, sont des entités que l'on peut saisir, que l'on peut interpeller. Mais nos tribunaux de droit commun aussi. Et c'est ce que les organisations communautaires, c'est ce que les utilisateurs de drogues injectables ont fait. On va le voir avec l'affaire Insight. Bien sûr, ça prend des ressources. Bien sûr, ça prend du travail pro bono. On est chanceux aujourd'hui, en 2017, ça s'est beaucoup développé, le pro bono. Ça peut être bien vu, mais moi, je le vois autrement. Je pense que les gens qui, dans nos milieux, qui s'impliquent de façon pro bono, le font de façon convaincue. Je pense à des grands bureaux pan-canadiens qui s'impliquent de façon très claire dans des dossiers controversés, comme ceux-là. Alors, ça va prendre des années de résistance, des années de patience pour gagner notre statut, parce aux organismes communautaires, mais à Cactus en particulier, notre statut de bon citoyen communautaire. La carte qu'on devait jouer, c'est vraiment de prendre notre place dans le milieu où nous étions parce qu'il y avait un besoin. On n'était pas là pour rien. Le pas dans ma cour, on l'a vécu quotidiennement. L'acceptabilité sociale, cette nouvelle expression qui est sortie des nues au début des années 2010-2011, un peu par la faute de la Cour suprême d'ailleurs, mais c'est pas grave, ça a un certain sens. Mais c'est un panier de crabes, ça, l'acceptabilité sociale. C'est quoi ça? On définit ça comment? Et c'est formidable, l'acceptabilité sociale, quand on veut, comme un policier le veut, quand on veut se protéger, là, on va aller chatouiller dans notre communauté les entités qui ont des réticences. Puis ça parle pas mal plus fort que les gens ou les organisations qui en ont moins. Ça parle plus fort. Et ça résonne. Les médias répondent, donc il y a un écho, et ça fait boule de neige. Donc, il faut prendre conscience de tout ça. La particularité de Cactus à cette époque-là, c'est qu'on n'avait aucune exemption du gouvernement fédéral. C'était simple, parce que la loi réglementant certaines drogues et les autres substances n'existait pas. C'est une loi qui a été adoptée en 1996, donc l'exemption qui a été tant sollicitée par Insight, elle n'existait pas pour les programmes d'échange de sang. Est-ce que, par ailleurs, la question peut se poser, est-ce qu'une fois que cette loi-là a été acceptée, adoptée, est-ce que le gouvernement fédéral aurait pu nous dire, à travers le pays, tous les programmes d'échange de seringues, dorénavant, que le financement vienne de nous ou pas, parce qu'au début, c'était des financements partagés, 55 ans. Le gouvernement fédéral s'est retiré à un moment donné, on a eu peur
que le provincial dise, ben nous, on a moins d'argent à mettre là-dessus, on ne peut pas assumer la facture au complet. Et finalement, non, ils ont assumé la facture au complet. Ça a été quand même un grand soulagement. Mais la question se pose, comment ça se fait que le gouvernement ou les gouvernements qui se sont succédés, autant les libéraux que les conservateurs, n'ont jamais exigé que les programmes d'échange de seringues bénéficient d'une exemption? C'est le même phénomène. Quand vous récupérez des seringues dans un programme d'échange de seringues, ben, dans la seringue, il y a des drogues illégales, quelles qu'elles soient, qui se retrouvent dans l'annexe A, l'annexe B, l'annexe C, la loi réglementant certaines drogues. C'est la possession de ce matériel d'injection qui contient des drogues, possession du personnel qui y travaille, qui est en cause, c'est l'application des dispositions concernant la possession et le trafic aussi, prévu à cette loi-là, avec les peines qui viennent avec. Mais ça n'a jamais, on a pris pour acquis, ça fonctionnait, on n'a jamais touché à ça. Je serais curieux de savoir si ça a traversé un peu l'esprit de certains politiciens à l'époque. Je suis à peu près sûr que oui. Mais ça n'a pas levé. Donc, à ce moment-là, c'est au Québec, c'est en Colombie-Britannique que les efforts de modernisation de la santé publique vont se faire beaucoup plus rapidement. Est-ce que c'est surprenant? Ben, non, je ne pense pas. Je pense qu'on est vraiment, géographiquement, on est vraiment dans des positions où, historiquement, il y a quand même des avancées un petit peu plus humanistes ou des avancées audacieuses du côté de la Colombie-Britannique. Le Québec aussi, que ce soit en matière de protection de la jeunesse, que ce soit en matière d'aide médicale à mourir. Donc, les exemples sont quand même nombreux, où le Québec a quand même pris l'initiative. En santé publique, on l'a fait à la fin des années 80, malgré les difficultés, il faut le reconnaître. Ça ne veut pas dire qu'en Colombie-Britannique, tout était formidable. Avant qu'on arrive avec la création d'Insight, le quartier le plus touché, c'est quand même assez étonnant aussi de voir qu'après toutes ces années, la concentration des problèmes que l'on vit en matière de crise des opioïdes, mais aussi du nombre de décès par surdose, c'est quand même dans le même foutu de quartier. Depuis la fin des années 90. Comment ça se fait qu'on n'en sort pas? On a fait des progrès. On a amené des programmes. La situation est de loin meilleure que celle qui existait à la fin des années 90 parce que la Colombie-Britannique a déclaré une crise de santé publique. Les policiers qui faisaient leur travail de policiers, qui appliquaient la loi canadienne réglementant sur les drogues, le code criminel, qui arrêtait régulièrement, ces mêmes policiers-là, un jour, se sont rendus compte que ça ne servait à rien. Et ce sont eux qui ont décidé de dire, ben non, on sonne la cloche, il faut faire d'autres choses. Ça ne marche plus. Alors, d'une attitude rigide, on a quand même été en mesure de dire, ben, on va essayer de cohabiter, mais il faut faire les choses autrement. Ça, c'est un élément important de notre histoire de la relation santé publique, sécurité publique au pays. Donc, l'usage problématique de drogue doit être à la base, une préoccupation de santé publique. Intensifiée par le degré auquel les pratiques non sécuritaires de consommation de certaines drogues contribuent à la propagation d'infections transmissibles par le sang, donc le VIH et l'hépatite C. Petit détail, le VIH est assez stable en termes de prévalence au pays, même parmi surtout parmi les utilisateurs de drogues injectables. Ce n'est pas le cas de l'hépatite C. Son taux de prévalence chez les utilisateurs de drogues injectables dépasse les 75 %. C'est énorme. C'est vraiment un vecteur, l'injection de drogue, qui amène cette infection-là, qui est devenue presque incontrôlable. Alors, le fait que l'on ait abordé le droit criminel a servi seulement qu'à exacerber les épidémies de consommation à risque et les maladies infectieuses. Le taux élevé des démêlés avec le système de justice pénale parmi les personnes qui font usage de drogue, en particulier celles qui ont une dépendance, évidemment, va entraîner des taux élevés de personnes vivant avec le VIH et le VHC, l'hépatite C, parmi les individus visés par des mesures judiciaires. Si on regarde le taux d'incarcération de personnes qui font usage de drogue, ça a contribué aussi à la prévalence élevée, disproportionnée du VIH et de l'hépatite C en prison, étant donné les conditions de détention
à des risques encore plus élevés de transmission de ces agents infectieux. Par conséquent, la réponse du système judiciaire à l'usage de drogue et à la criminalisation qui s'y associe, c'est également une préoccupation de santé publique. C'est un enjeu pertinent à la réponse du VIH et au VHC. Donc, les politiques canadiennes de l'époque, et même encore aujourd'hui, relativement à la drogue, ça découle d'un cadre conceptuel prohibitionniste, punitif, qui vise les drogues et les personnes qui en consomment nécessairement. Au cours des 2 dernières décennies, en raison plus particulièrement de l'épidémie au VIH, il y a eu des accommodements. C'est pas qu'il n'y a rien eu, mais il y a eu des accommodements. Pendant les 10 années d'existence, d'exercice du pouvoir du gouvernement de Stephen Harper, on peut dire que ça a été assez modeste. On ne se trompe pas. Les services qu'on a acceptés, comme les services, les programmes d'échange de seringues, les services d'injection supervisée, en fait, un seul. Insight est arrivé en 2002-2003 avec une exemption accordée par le gouvernement libéral de l'époque. Les libéraux ont cédé l'exercice du pouvoir à Ottawa en 2006. Ils l'ont cédé aux conservateurs. C'est intéressant de regarder ce tableau politique parce que Cactus est quand même né dans un régime politique fédéral conservateur. Brian Mulroney est au pouvoir à ce moment-là. Même désignation de parti, 2 approches complètement différentes. Ça ne veut pas dire que les conservateurs de Brian Mulroney n'appliquaient pas une politique face aux drogues qui était inspirée de la sécurité publique davantage que de la santé publique. Non, du tout. C'était vraiment ça aussi. Mais il y avait une autre ouverture. C'était pas pareil. Alors qu'à l'arrivée du gouvernement de Stephen Harper, les choses ont vraiment changé. Donc, jusqu'en 2007, ça avait été instauré par les libéraux, la stratégie canadienne antidrogue incluait explicitement la réduction des méfaits. C'est pas rien, là. On avait une stratégie canadienne antidrogue qui basait ses interventions et sa philosophie sur l'approche de réduction des méfaits. Alors que, à l'ONU, dans les grandes officines des organes internationaux de lutte contre la drogue, la réduction des méfaits, ça n'existait pas. Si on prononçait ce mot-là, il fallait se laver la bouche et se brosser la langue pendant au moins 1 heure. Alors, la stratégie canadienne qui incluait la réduction des méfaits liés à l'alcool, d'autres drogues chez les personnes et les familles dans les collectivités. Bon. En 2007, Harper a poussé d'1 cran son audace. Et c'est pas compliqué. Ils auront le mérite, et c'est dommage parce que je n'ai pas avec moi. Je pense qu'il y a des gens qui aimeraient vous poser des questions. Oui? Et malheureusement, on a la salle seulement jusqu'à 1 heure. Je suis désolé, j'avais tellement d'autres choses à vous dire. J'ai trop parlé. Non, pas du tout. C'est très intéressant, c'est beaucoup d'années d'expérience et d'observation. Mais je vous inviterai juste à conclure pour voir. Je pense qu'il y a des gens qui aimeraient vous poser des questions. Je vais conclure. Très rapidement, la décision d'Insight, c'est un point tournant. Insight, c'est une décision unanime, un banc au complet des juges de la Cour suprême qui ont déclaré que l'exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre de la Santé était abusif, disproportionné. Et on a déclaré que la toxicomanie était une maladie. C'est des juges qui l'ont dit. Les gens, les cliniciens du milieu le savaient depuis longtemps, mais c'est dit par la Cour suprême. Pas rien. C'est aussi de dire que ces services-là sont des services de santé et qui sont bien dans leur cas, c'est-à-dire dans les provinces, organisés par les provinces, en vertu de leurs compétences constitutionnelles. C'était aussi de dire, voici maintenant les conditions que vous allez respecter. Il y en a 4 ou 5. On vous les donne, allez faire vos travaux. C'était une gifle monumentale qu'on a beaucoup appréciée de la part de la Cour suprême. Par contre, le gouvernement conservateur, lui, a contesté sa propre institution, qui est la Cour suprême, en disant qu'ils n'étaient pas d'accord, mais qu'il allait répondre. Ils sont revenus avec une loi, la loi sur la sécurité dans les communautés. Formidable. Et quand on revient au programme de 2006, c'est ça qui est génial.
Ils n'ont pas été menteurs. Ils ont été élus sur la base de leur programme. Ils n'ont rien fait de différent. Ils ont appliqué leur programme. C'est extraordinaire. À la lettre. Vous lirez le programme de 2006. C'est ce qu'on a vécu pendant 10 ans. La répression au niveau de la drogue. Une disproportion entre le financement des programmes de santé publique par rapport aux programmes de sécurité publique. C'était ça, la stratégie canadienne des drogues. On parlait de prévention, bien sûr. On ne parlait pas de réduction des méfaits. Quand je vous parle de ce que on a pu faire en l'espace de 16 mois, on a accéléré le processus de renouvellement des exemptions. Insight a fait partie de ça. On a aujourd'hui, je pense, à peu près 10, je pense qu'on est rendu à 11 avec Ottawa ce matin, 11 sites d'injection supervisée. C'est pas rien. On a abrogé les dispositions de la loi sur la sécurité dans les communautés qui traitaient des sites d'injection supervisée en leur imposant 26 conditions. C'était une honte. Le gouvernement actuel a mis ça de côté. On a rendu accessible la naloxone. On a adopté la loi sur les bons samaritains en matière de surdose. On a tenu un premier sommet sur la crise des opioïdes. On fait énormément de choses et surtout sur la scène internationale, il faut le reconnaître. Sur la scène internationale, on a eu 2 événements majeurs en 2016. On a eu la Commission sur les drogues à Vienne et on a eu l'Assemblée générale spéciale sur la question des drogues à New York en avril 2016 et le Canada a fait bonne figure. Le Canada a défendu la réduction des méfaits et a été un des leaders. Et on souhaite qu'il le soit encore plus, dans la défense de la réduction des méfaits pour qu'on change le cadre juridique international des drogues où on s'en remet, ni plus ni moins, à des traités qui datent et qui sont basés sur la répression, sur l'approche policière, sur l'absence de drogue, ni plus ni moins. Il y a un constat qui est amené par des présidents de pays sud-africains. Je pense que Louise Arbour est la présidente de cette commission internationale sur les drogues, qui est une commission volontaire. Et on a dénoncé. Et on a dit, la guerre à la drogue, c'est un échec. Il faut changer les fondements même de nos traités internationaux. Le premier traité en 1961 sur les stupéfiants, le second en 1971 et le troisième sur le trafic en 1981. Il faut mettre ces traités-là à jour avec comme soutien les bases de données, les bases scientifiques, la recherche qui établissent la justification derrière ce changement de cap majeur. J'arrête ici. Merci. Alors, donc, je vous invite maintenant à poser des questions à Maître Letellier de Saint-Just. J'ai plus de voix, alors je vous répondrai par écrit. Un activiste de tous les moments dans ce parcours par rapport à cette question. Donc, allez-y. C'est, en fait, moi, avez-vous une question? Ben, oui. Êtes-vous d'accord avec moi, dans le fond, que avez-vous l'impression que ça va rester, que c'est pas un passage, que on le voit, l'opération de changement, sécurité publique, santé publique. Avez-vous cette perception-là, Marielle? C'est-à-dire que des fois, j'ai l'impression que l'opposition en santé publique et sécurité publique, c'est fondamentalement un refus du côté de la sécurité publique de considérer l'universalité des droits. Effectivement, dans la sécurité publique, il y a cette idée de protéger la population, mais souvent c'est une population ou un groupe de cette population contre d'autres groupes. Donc je pense que ces oppositions-là, que fait pas la santé publique, elle est beaucoup plus inclusive comme politique. Donc ça, je pense que c'est un message qui fait son chemin et j'espère qu'il va continuer. Maintenant, je pense qu'il y a peut-être aussi un autre pilier là, qui devra émerger puis être renforcé, qui sont les services sociaux puis les programmes de lutte à la pauvreté.
Parce que ce ne sera pas suffisant non plus de faire des interventions au niveau de la santé publique. Ça prend également tous les services sociaux en accompagnement, qui sont le parent pauvre de cette triade-là, je dirais. Oui. Et on se bat aussi entre nous. Je pourrais vous retenir au moins encore pour une heure. Mais vous savez, même avec nos propres instances de santé publique, c'est pas facile. Je partage ça sort pas d'ici, là. Dans tout le dossier sur l'arrivée des sites d'injection supervisée, Insight avait sa raison d'être parce que c'est dans les sites, certains d'entre vous, je suis certain qu'il y en a qui sont allés, qui ont marché dans les sites. C'est-tu jamais vu? Vous devez vous pincer pour vous dire, ben on est bien là. Hein? C'est comme ça que ça se passe. À Montréal, c'est pas du tout la même chose. À Ottawa, c'est pas la même chose. À Toronto non plus. À Halifax, c'est pas pareil. À Québec, c'est pas pareil. Il y a des problématiques de consommation de drogue. Mais avec la crainte extrême que la médiatisation, la connaissance de l'arrivée prochaine des sites d'injection supervisée pouvait créer, la santé publique de Montréal, la santé publique de Québec, nous tenait dans l'ignorance. Le message a été contrôlé du début à la fin. On nous a même joué les uns contre les autres. Parce qu'on voulait contrôler le message et l'information. De peur que cette information-là sorte n'importe comment, que ça arrive entre les mains de journalistes, et que là, il y a une opposition publique. Ça ne s'est pas passé. Par contre, ils ont mal calculé leurs choses. Quand Cactus a ouvert, quand Dopamine, plus dans l'Est, en Hochelaga-Maisonneuve a ouvert, quand l'Anonyme, qui est cette unité mobile, c'est la seule en Amérique du Nord, à faire à la fois la distribution 5 et aussi d'injection supervisée, ben, il y a eu des petits soubresauts parce qu'on nous a mis, d'abord on nous a compté plein de mensonges et on nous a forcés à sortir de nos locaux. Parce que notre voisin, vous connaissez notre voisin Cactus, c'est un voisin important, c'est l'Université du Québec à Montréal. Et imaginez l'Université d'Ottawa qui dirait à un site d'injection supervisée ici dans la Côte-des-Sables, vous êtes sur notre campus. L'UQAM a dit publiquement dans la presse, Cactus est sur notre campus. Parce qu'il savait que le site d'injection allait ailleurs. Alors ça a été une autre jolie bagaille. Et c'est sûrement revenu. L'UQAM, certains individus de l'UQAM, pas tout le conseil d'administration. L'UQAM a dû faire des tractations politiques en haut lieu pour dire, écoutez, on aime bien ça, on les aime beaucoup, vous savez, mais ce serait bien si on pouvait les déplacer de 3-4 blocs. Là. Ce ne serait pas directement devant le pavillon de ci, de ça. Alors, la santé publique a été quand même assez ratoureuse. Je ne les ai jamais vraiment crus, mais je me suis fait un peu avoir. Et on nous a dit, bon, écoutez, vous savez, il y a une augmentation de la fréquentation de vos locaux par les toxicomanes, ça monte comme ça. Nous, on craint qu'il va y avoir vraiment la foule, il va y avoir du monde aux portes, et vous ne serez pas capable. Puis physiquement, vous n'avez pas les locaux pour ça. Puis on prévoit même avoir presque 10-12 espaces d'injection. C'est autant qu'à Insight. Insight, c'est pratiquement 1000 injections par jour, ou passages par jour. Et ils nous ont sorti des statistiques, et ils nous ont dit, bon, écoutez, nous, on s'attend à 200, 230 injections par jour. Peux-tu vous dire qu'on est loin du compte aujourd'hui? Mais ils nous ont sorti de là. Nous, on disait 6, 8. J'espère qu'on ne se rendra pas à 200 injections par jour. Ça veut dire qu'on est dans le trou pas mal. Il va falloir en avoir d'autres. Mais là, on n'est pas à ça. On est à 50, 60, 65 par jour, en moyenne. Des surdoses, il y en a eu. Mais il n'y a pas eu de décès. Comme à Insight. Jamais eu de décès. Des surdoses en masse. Mais pas de décès. Ça, c'est mission accomplie.
Je pense qu'il y a une autre question ici. Mais je me demandais surtout politiquement comment vous voyez, parce que, bon, oui, il y a une certaine évolution, mais les utilisateurs de drogue ne deviendront jamais sympathiques, là, pour reprendre l'expression que vous utilisez plutôt. Politiquement, ça ne deviendra jamais un groupe qu'on a envie de représenter ou qu'on a envie d'avantager. En fait, je pense que ça commence un peu à changer. Pourquoi? Parce que vous avez de grandes associations de défense de droits des personnes usagées. Je pense à CAPUD, je pense à l'ACTUD au Québec, l'Association québécoise des personnes utilisatrices de drogues injectables, et qui vont se chercher des porte-paroles et qui développent un discours très direct, très coup de poing, mais qui ont un discours qui est crédible. Et si ce sont ces gens-là qu'on voit dans les médias, si ce sont ces gens-là qui vont s'asseoir pour faire des revendications, qui vont devant les commissions parlementaires, c'est pour ça que je vous parle de patience, vous le savez aussi bien que moi. C'est du long terme. Le court terme, c'est des petites victoires. Mais les grandes victoires, c'est du long terme. Moi, j'aurais jamais pensé qu'on aurait un site d'injection supervisé à Montréal. Nos programmes de réinsertion, vous avez des toxicomanes qui partent de loin, là. Et des exemples, vous en avez quand même pas mal, partout. Et ça, c'est excessivement touchant. Puis vous le voyez quand, sur des conseils d'administration d'organisations communautaires, vous faites une place au pair. Dans nos organisations communautaires, qu'actuellement c'est le cas, on a 2 places au conseil d'administration pour des usagers. Toujours facile au niveau de l'assiduité et tout ça, mais je vous dirais qu'en l'espace de 10, 15 ans, 20 ans, ça a changé. Et les 2 personnes qui sont là autour de la table aujourd'hui, c'est sûr que on les surveille, on va les chercher un peu plus pour qu'ils soient, pour que ça soit aussi aidant, parce qu'on a besoin de leur point de vue. Ces gens-là sont articulés. Ou s'ils arrivent un peu timorés au conseil, en l'espace de quelques mois, vous voyez une évolution. Ces gens-là se sentent partie prenante, se sentent écoutés, et elles permettent aussi d'avoir une visibilité qui est la leur, celle de la rue. Nos organisations, les principaux visages, c'est pas moi, c'est pas ma directrice générale, c'est les usagers qui frappent aux portes, là. Sont eux, c'est ces visages-là qu'il faut voir. Alors, avant qu'on nous expulse... C'était juste un commentaire, c'est que il y a, dans la population des utilisateurs de drogues intraveineuses, il y a différentes populations même. Oui. Et je dirais à Ottawa, avec la survenue des surdoses chez les étudiants secondaires, qui a beaucoup surpris et mobilisé des parents, change le visage énormément, change le message et les mesures que la société accepte pour la prévention, la promotion, les stratégies de sites d'utilisation supervisée. Et je pense que c'est un mal pour un bien peut-être. Oui. Et on le voit en santé mentale. Exact. La santé mentale, par exemple, chez les adultes, la santé mentale, par exemple, chez les personnes non criminellement responsables qui sont hospitalisées à Pinel, par exemple. Quand vous avez une fondation à Pinel qui cherche des fonds, c'est un petit peu plus difficile que l'hôpital Sainte-Justine, par exemple, l'hôpital d'Ottawa pour enfants, c'est un petit peu plus difficile. Alors, c'est pour ça qu'au fil des ans, on s'est raffiné. Et quand on a des campagnes de financement dans les organisations, on essaie aussi d'utiliser les bons visages. Et les bons visages, ça commence à être ceux de la rue, ceux des clients. Sont eux. Parce que c'est ce qu'on met de l'avant, ce sont des citoyens, ce sont des êtres humains. Et c'est ça, le visage de la misère, de la difficulté de vivre parfois. Et ça, il faut l'accepter. Moi, je me suis fait tellement dire souvent, écoutez, M. Letellier, vous ne vivez même pas au centre-ville de Montréal. Puis après, c'est vrai, je ne vis pas au centre-ville de Montréal. Est-ce que ça m'empêche de comprendre? Est-ce que je m'en éloigne? Non. Alors, c'est pas parce que si vous décidez de vivre ici, vous avez choisi de vivre ici. Vous avez acheté votre condo il y a 2 ans, il y a 3 ans, vous êtes venu où? Vous êtes venu dans un milieu que vous connaissiez, là. C'est un milieu qui n'est pas facile. Il y a des débits de boissons,
il y a des cinémas 3X, il y a des peep shows, il y a des faufounes électriques, il y a tout ça. Alors, vous savez, moi j'aime bien, je pense qu'un de nos plus grands défis dans les organisations communautaires, c'est de maintenir le dialogue. D'être capable de maintenir un dialogue avec la communauté dans laquelle on vit. De donner de l'information, de créer des tables de bon voisinage. On est échangé à Cactus, on l'a fait depuis des années. Ça a donné des résultats. Sur ces tables-là, vous avez la sécurité publique, la santé publique, les commerçants, les résidents. Je voudrais juste ajouter un commentaire à ça pour terminer. C'est l'idée que peut-être une stratégie de raffinement qui concerne le développement et l'évolution du droit, c'est justement un nouveau développement relié au droit à la sécurité, comme a fait la juge, mais c'est avec ça qu'elle a essayé de protéger les travailleuses du sexe de lois criminelles qui les mettaient en danger. Donc, si on pouvait aller dans cette direction, dans cette problématique, en reconceptualisant le droit à la sécurité, qui a aussi au centre de sa préoccupation le mot protection. Absolument. Donc, élargir ce que protection veut dire pour arrêter avec cet aspect antagoniste qui l'oppose à la question de la santé. Je pense que c'est une stratégie de raffinement du droit importante. Magnifique conclusion. Alors, merci infiniment de votre prestation. C'était... cadeau au nom de la section pour vous. Merci d'avoir inauguré notre cycle.